Monsieur Jean-Jacques Nantel. Monsieur Nantel, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour, M. Nantel. Bonjour. Bon, Nantel, directement, j'ai quelques affaires à dire dans ce que vous avez dit. C'est intéressant. Si vous cherchez un très bon document sur le français, comment écrire les choses en français, allez voir ça. C'est un livre qui est assez épais, qui coûte cher, mais qui donne tous les détails. Est-ce que vous êtes d'accord avec les fonctionnaires de l'Office de la langue française qui ont été consultés hier, là, que les matins Paquin, on ne met pas de S à Paquin? Un nom de famille? Un nom de famille? Ne prend pas de S. Si ça devient comme poubelle, c'est le nom d'une personne. Oui, c'est passé au dictionnaire comme nom commun. Alors, c'est ça. Donc là, il y a un S. Oui, c'est ça. On attend que notre émission soit assez célèbre pour passer au. Oui, M. Nantel, je vous ai dit en coulisses que j'ai une surprise pour vous. Allez-y. Voulez-vous que je finisse sur ce que vous avez dit sur les langues? Oui, allez-y, je vous en reviens avec la surprise. OK, il faut juste savoir une chose, c'est que c'est une question de puissance, les langues. Dans le cas de l'anglais, par exemple, le français au 18e siècle était la langue de communication internationale. Pour vous donner, ça c'est vraiment stupéfiant. Catherine II de Russie, qui était d'origine allemande, parlait français avec les ambassadeurs, tout ça. Élisabeth Ier était capable de le faire, Élisabeth Ier d'Angleterre. Frédéric II d'Allemagne, de Prusse, parlait français, son château s'appelait Sans Souci. Bon, mais c'est pour ça, M. Nantel, probablement pour ça que les Anglais tiennent tellement à rabaisser le français au Québec, là. Parce qu'ils savent le potentiel international du français. Le Canada est le seul endroit au monde où le français est une langue inférieure. Considéré comme inférieur. Partout ailleurs, j'ai vécu au Brésil, j'étais marié avec une Brésilienne, j'ai vécu 5 ans. Même en Angleterre, tu parles français. Le français aux États-Unis, à New York, tu parles français d'un ascenseur à New York, tu ne sens pas le mépris comme à Toronto. C'est ça. C'est ça la différence. Ici, c'est un phénomène historique. C'est simplement qu'on a été dominés, ils ont décapité notre peuple. Ils ont renvoyé toutes les élites en Europe. Moi, je le dis pour ceux qui ne sont pas au courant, qui nous écoutent. Le Québec, avant 1760, c'était un pays de riches. Les gens s'occupaient de la traite des fourrures. Les fourrures, ce n'est pas une affaire qu'on vend aux pauvres, c'est une affaire qu'on vend aux riches. Tout le monde est trappeur. On a juste à voir le film de Pierre Falardeau, le temps des bouffons, je ne sais pas trop, là, où je ne sais pas comment, il y avait eu les films là, du Beaver Club, la tradition, là, la richesse de la fourrure, de la peau de castor était une source de richesse incroyable à l'époque parce qu'on n'avait pas de fibres synthétiques et ce qu'on faisait en Europe, on rasait les peaux de castor et on en faisait un feutre pour faire un chapeau, parce que les chapeaux de forme, là, il ne faut pas faire ça n'importe quoi. Si tu fais ça avec une fibre qui pogne la pluie et que ton chapeau vient tout proche, alors, la fibre de castor avait une valeur, pendant des siècles, a eu une valeur très, très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était juste 70 000 là, avant 1760, puis il y en a 10 000 qui sont partis. Puis ce qui est arrivé, c'est que les gens vivaient richement au point où les Québécois étaient habitués à prendre des actions dans des compagnies comme la compagnie des Centres associés. Bon, ce que je veux dire, c'est que comme on était envahis, nous, ils ont voulu nous rabaisser pour pas que les Français reviennent puis reprennent le pays. Alors, ça est devenu une habitude, un racisme fondamental. C'est ce qu'on peut appeler un vrai racisme systémique. Ah oui, ça peut pas être systémique. C'est ce qu'on appelle un vrai racisme systémique, parce que c'est un système économique, de domination économique. Et le racisme, moi, à mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, M. Nantel, là, dans le fond, le racisme, ce n'est pas le dégoût je ne sais pas, moi, mettons, on va dire, vous, dans la vie, vous n'aimez pas les Chinois, vous n'aimez pas les Noirs. Si vous avez un voisin chinois ou noir à côté de chez vous, vous allez vous habituer et finalement, vous n'en ferez pas une histoire. Mais à partir du moment où il y a un système de domination économique, c'est là où dans les entreprises et les institutions, le racisme est appliqué pour maintenir la domination économique. Alors, la personne qui travaille dans une entreprise où le racisme est appliqué systématiquement pour maintenir les privilèges d'une minorité, bien, c'est sûr qu'il continue de véhiculer ça partout. Et c'est le racisme institutionnel
qui fait que les gens, dans la vraie vie, sont racistes. Parce que quelqu'un qui me dit, moi, j'aime pas les Noirs, ben le jour où ta fille épouse un Noir ou je sais pas quoi, tu t'habitues. On s'habitue à beaucoup de choses. Les êtres humains, on s'habitue à beaucoup de choses. Mon expérience, c'est que les gens, OK, ce qui arrive avec le racisme, c'est quelque chose de naturel. C'est comment ce qui s'appelle, c'est Gandhi qui est censé être un dieu au niveau moral. Il disait, le système de classe est un système éternel, naturellement humain. Les êtres humains sont faits ils font des classes. Il y a les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, il y a les enfants, les personnes travaillantes, les personnes âgées. On classe les gens. Et la première chose qu'on demande quand quelqu'un naît, on ne demande pas s'il est en santé, on dit c'est un gars ou une fille. Ouais. Ça, c'est le réflexe de tout le monde. Parce que notre relation avec l'enfant est différente si c'est un gars ou une fille. Puis ensuite, on leur met des vêtements, bon, tout ça. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la puissance d'une langue, ça dépend de la puissance politique du pays. Et il y a la puissance économique également. Dans le cas de l'anglais, vous avez raison de dire que les Chinois ne parlent pas anglais. Moi, j'étais devenu très bon quand je marchais en Chine. Je disais à ma femme, il faut trouver quelqu'un qui parle anglais, parce qu'on ne pouvait pas. Ma femme pouvait, mais en tout cas, je ne comprenais pas certaines choses. Et j'étais devenu bon pour dire, lui, il parle anglais. Bon, il portait des lunettes, il avait l'air d'un intellectuel. Bon, je lui parlais, puis God, baragouinait anglais. Puis il y a une affaire qui était très drôle. C'est 1% des Chinois qui peuvent tenir une vraie conversation correcte. Correct. Ouais. On ne parle pas élaboré, là. Correct. Parce que c'est un principe, le chinois, c'est une langue tonale. Il y a 4 tons plus un ton neutre. Nous, on agglutine les morceaux anticonstitutionnellement. Chaque morceau d'anticonstitutionnellement veut dire quelque chose. En chinois, vous avez 55 000 caractères pour exprimer tout ce qu'on... Il faut connaître 5 000 caractères pour pouvoir lire un journal. Alors, c'est un gros travail à apprendre la langue chinoise. La langue chinoise n'a aucune chance de dominer le monde. Par contre, l'anglais, ce qui est arrivé, c'est que les Anglais, c'est une puissance maritime, puis ils ont éparpillé leur colonie, ce qui fait que l'Océanie, c'est anglais, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ça parle anglais. Vous avez l'Inde où la langue commune. L'anglais n'est pas une langue officielle en Inde, mais c'est la langue commune. Alors, c'est la langue qui progresse le plus rapidement en Inde, parce que ceux qui parlent ourdou ne veulent pas prendre la langue de celui qui parle hindi. Puis ceux qui parlent, en tout cas les langues du Sud, là, ils ne veulent pas parler. C'est le même phénomène en Europe. C'est le même phénomène en Europe. Il n'y a pas de pays anglophone sur le continent. Et il n'y a aucun pays anglophone, sauf qu'à ce moment-là, entre les Danois, les Suédois qui comprennent le danois, mais ils ne veulent pas le parler pour des raisons politiques. Là. Alors, le terrain commun, c'est l'anglais. Fait que mais ça, c'est pas permanent. Remarquez que l'anglais, sa position est vraiment forte parce que l'anglais est fortement implanté sur la plupart des continents. Il y a vraiment des pays anglais. C'est vrai qu'Hong Kong, ça diminue en faveur du chinois, mais n'oubliez pas qu'en Chine, il y a un dicton en Chine qui dit « À tous les 10 lits, on change de langue. » Un lit, c'est 1 demi-kilomètre. Alors, à tous les 10 lits, on change de langue. Parce que la Chine, c'est un agglomérat de gens qui parlent toutes sortes de chinois, toutes sortes de dialectes. En fait, c'est plus des dialectes. Par exemple, si vous prenez le chinois qui est parlé à Canton, Guangdong, c'est pas du tout le même. C'est aussi différent que le français par rapport à l'italien. Si vous comparez le chinois qui est parlé à Guangdong puis dans le nord à Beijing. Alors, la Chine... Ce qu'ils ont en commun, c'est leur écriture. Vu que c'est une écriture idéographique, ils lisent tous le même journal, mais ils ne parlent pas la même langue. C'est ça, parce que c'est idéographique, vous pouvez lire le truc. Et puis, une des raisons pour lesquelles ils ont... Vous savez une chose, en tout cas, on pourrait perdre bien du temps sur les langues, mais ça, c'est fascinant. En Chine, les enfants apprennent à écrire la langue chinoise avec des lettres. Comme nous. Ils utilisent avec des lettres. Ça s'appelle le pinyin. Puis quand ils savent écrire, là, ils passent au caractère. Fait qu'on c'est complètement fou. Ils passent de je ne sais pas combien ils ont de lettres, une centaine de lettres, puis ils passent à 55 000 symboles. La raison pour laquelle ils n'ont jamais voulu se débarrasser des signes, c'est que c'est ça qui garde l'unité de la Chine. Parce que si vous écrivez en lettres, les gens vont se rendre compte, dans le Sichuan, par exemple, qu'ils parlent une langue complètement différente. C'est phonétique. Les lettres, c'est phonétique, tandis que l'idéogramme... C'est ça. Pour finir, une petite histoire drôle. Ma nièce est chinoise.
En passant, c'est elle qui fait rentrer les investisseurs chinois. Ils viennent mettre leur argent ici pour se protéger du gouvernement là, chinois. M. Nantel, on a enfin un autre sujet. Si vous, j'aimerais ça qu'on parle de ça. Okay. Du système d'investissement. Oui, du système d'immigrants investisseurs. J'ai fait ça pendant 6 mois. Je vous donnerai mon opinion sur le sujet, puis j'aimerais ça entendre la vôtre. Mais peut-être pas ce matin, on en fera un sujet. Moi, je voulais juste vous dire ma surprise, comme ça on continuera à discuter. Ma surprise pour vous, c'est que la dernière fois, vous aviez parlé des droits de passage, vous avez dit même Martine Ouellette n'en parle pas, et je vous ai dit quand j'allais lui parler, je vais lui poser la question. Oui. Et M. Nantel s'est fait, je lui ai parlé du sujet. Et moi, je m'attendais à ce que Martine Ouellette me dise, bien, écoutez, M. Paquin, on a toutes sortes en politique, on ne peut pas parler de tout, puis on choisit nos sujets. Pas du tout ça qu'elle m'a répondu. Elle m'a répondu, j'ai dit, Mme Ouellette, sûrement, vous n'aviez pas eu le temps. Elle a dit, non, M. Paquin, j'ai pris le temps, sauf que j'ai pris le temps de faire la recherche, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver l'information. C'est quoi les droits de passe, c'est quoi les droits ou c'est quoi le système? Elle dit, j'ai cherché, ben, elle dit, j'ai pas trouvé grand-chose. Ben, elle dit, si M. Nantel peut me fournir un dossier, ça va me faire plaisir de me pencher là-dessus. Alors, M. Nantel, je viens de vous trouver un allié dans votre combat sur la question des droits de passage. Martine Ouellette est prête à en passant, Martine Ouellette, je la connais personnellement. Elle a des préventions contre moi. Là. Je ne sais pas d'où ça vient. Là. Je pense que c'est la course au bloc québécois, je ne sais pas quoi. Mais elle n'est pas favorable. Elle n'est pas favorable. Elle me regarde drôlement, en tout cas, c'est pas grave. Mais le point là, c'est qu'elle connaît. C'est pas grave, m'en fous. Mais c'est pas ça le point. C'est qu'elle connaît mes vidéos. J'ai été quand elle voulait être chef de, je me souviens plus si c'est le Bloc ou le Parti québécois, elle avait dit elle a dit, ah oui, un jour, on va l'utiliser, les arguments de M. Nantel. J'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai donné des listes. Mais là, des listes entières. Écoutez, je vais vous l'envoyer. Je vais les envoyer. Il y a toute la liste avec tous les pays du monde, je n'ai pas tout mis, évidemment. Mais j'ai mis les droits de passage. M. Nantel, on va lui faire suivre le dossier sans problème. Alors, c'est ça une bonne nouvelle, c'est que nous, on essaie, on est comme une agence matrimoniale, on essaie d'aplanir les difficultés entre souverainistes, entre nationalistes, pour faire en sorte qu'on puisse tout le monde travailler ensemble. Carl, oui, c'est ça. Je voulais parler de 2 petits sujets dans l'actualité. Le premier concernant la COVID, c'est qu'aux États-Unis, le Sénat a passé une loi unanime, tout le Sénat, démocrates et républicains, pour déclassifier toute l'information concernant le laboratoire de Wuhan. Sur la COVID. Alors, c'est une grosse nouvelle. Je pense que là, peut-être que ça se passe dans le cadre des tensions avec la Chine, mais chose certaine, c'est que peut-être que les compagnies pharmaceutiques ou les services secrets qui ont financé ces laboratoires-là vont peut-être trouver ça un peu embarrassant, ce qu'on va découvrir. En tout cas, la loi a été adoptée à l'unanimité. Alors, je ne sais pas si ça se fait immédiatement, là, mais ça veut dire qu'on va entendre parler de ce qui se passe à Wuhan. L'autre affaire que je voulais, c'est ça, que je voulais... Garde ça, Pierre, pas Pierre, Luc, restons dans ce sujet-là, puis on abordera l'autre après. Moi, j'aimerais entendre M. Nantel là-dessus. M. Nantel, concernant justement ce fameux laboratoire-là à Wuhan, nous, on a Pierre Place ici qui s'est penché longuement sur ce dossier-là et qui nous explique clairement que les premières souches de cette pandémie-là vient d'un laboratoire aux États-Unis et suite aussi à une compétition de pompiers ou de militaires là qu'on avait organisé près de là. Puis on nous a mis toutes sortes d'informations autour de l'origine, de où ça venait. Et quand je vois sortir ce dossier-là là, de Wuhan, on est en train de plonger les Américains et le Canada aussi en fait partie dans une sinophobie pour nous dire, entre autres, que Trump a utilisé souvent ça. Moi, j'aime bien Trump,
Mais dans ce dossier-là, il est tombé, il est pareil comme les autres, en déclarant que c'était le virus chinois, comme si c'était une attaque. Oui. J'aimerais avoir l'opinion de M. Nantel. Oui, mais c'est le virus chinois, mais financé par les autorités sanitaires américaines en contravention des lois qui interdisent de faire comment on appelle ça, du gain de fonction. Là, ils travaillent en laboratoire pour rendre un virus inoffensif, un virus qui ne s'attaque pas à l'homme, le rendre. Eux autres, ils disent peut-être qu'un jour, il va attaquer l'homme, donc on le fait tout de suite pour voir ce que ça donne. Aïe, aïe! Et c'est interdit aux États-Unis, et c'est pour ça que ça aurait été fait en Chine ou ailleurs, et ça aurait été fait avec du financement américain. Et le laboratoire de Wuhan a été au départ, quand ça a été inauguré par des autorités françaises. Les Français, l'Institut Pasteur, ont collaboré au développement des laboratoires de Frankenstein. Et ça, c'est fait avec nos impôts et nos taxes. Et le Canada a envoyé des matériels génétiques là-bas. C'est le laboratoire du Manitoba qui a envoyé parce que les Américains ne pouvaient pas l'envoyer. C'était interdit aux États-Unis. Mais nous, le Canada, on n'a pas ces lois-là. Ils se servent des différents... vous avez plusieurs exemples de ça. Par exemple, la base américaine de Guantanamo qui est à Cuba. Ils s'en servent pour torturer des... Puis Obama, il y a 2 mandats et demi, a dit on va fermer au Guantanamo. Il ne l'a pas fermé, il est encore ouvert, puis il continue de torturer des gens là-bas. Mais comme sur le virus, le but, c'est compliqué. Le but, c'est de brouiller les cartes pour pas que tu saches ce qui se passe. Mais là, les documents vont être déclassifiés. C'est ça. Là, je vous donne la mentalité, c'est que il y a des choses qui sont interdites aux États-Unis, puis ils vont à l'extérieur pour... je peux vous donner d'autres exemples. La censure sur Internet, c'est interdit par le gouvernement. Or, on sait aujourd'hui que la CIA et le FBI a financé le GAFAM là, pour bloquer les gens comme vous et moi sur Internet, alors que c'est interdit par la Constitution américaine. Dans le cas de Wuhan, on parle de science. Et c'est les Français, les Chinois copient tout ce qu'on fait. J'ai vécu en Chine, ils copient tout ce qu'on fait sans savoir exactement pourquoi on le fait. Alors, ça fait des drôles de contradictions. Alors, le laboratoire de Wuhan, c'est les Français qui l'ont installé. Il y avait des ententes. En science, on traverse les frontières hein, pour s'échanger les informations de façon à ce que tout le monde progresse au lieu d'être en retard de 2 ans parce que l'autre n'a pas dit ce qu'il avait découvert. Alors, quand les Français ont installé le laboratoire de Wuhan, les Français et les Chinois ont pris le contrôle. Ils ont appris comment faire les études. Puis ensuite, ils ont tassé les Français. Puis là, ils ont commencé à faire des études. Les études sur les virus dangereux, j'ai même des photos, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y en a dans à peu près toutes les grandes villes, les grandes métropoles du monde, parce que c'est là que les scientifiques qui gagnent 100, 150 000 par année, ils veulent vivre avec leur famille, ils ne veulent pas aller se perdre au Grand Nord ou en Antarctique. Alors, le résultat, c'est qu'ils s'échangent les informations et ce n'est pas la première fois que des laboratoires sont dévoyés, sont utilisés pour faire des choses qui n'étaient pas prévues. Saddam Hussein a fait faire des recherches sur un virus qui sortirait des chameaux. Or, les Arabes sont en contact avec les chameaux depuis des milliers d'années, ouais. Puis, conséquemment, son idée, c'était que s'il était capable de prendre le virus des chameaux qui passaient à l'être humain, ça existait, qui pourrait tuer tous leurs ennemis, puis les Arabes survivraient. Alors, c'est arrivé souvent dans l'histoire. Dans le cas de Wuhan, quand ça a sorti, les Américains étaient pas en guerre contre les Chinois. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont collaboré, ils ont payé, parce que ça coûtait moins cher en Chine. C'est pour ça qu'on a envoyé toutes nos industries là-bas, parce que ça coûtait moins cher. Il n'y a pas les mêmes règlements, il n'y a pas les mêmes restrictions légales. Surtout. Bon, puis quand ça a sorti à Wuhan, parce qu'on le savait, les malades étaient à Wuhan quand ça a commencé. Alors, les gens ont dit, ça vient de Wuhan. Oh, mais on dit, ça vient du marché des animaux qui est à 300 mètres. Les pangolas, la soupe aux pangolas. C'est ça. Alors là, ils ont commencé la soupe aux chauves-souris. La soupe aux chauves-souris. Non. Je dois vous reprendre. On dit que ce serait une aventure entre un pangolin et une chauve-souris.
Ouais, c'est ça. C'est quelle perversion, Carl. Oui. Quelle perversion. En tout cas, dans tous les cas, c'était évident que ça sortait plus probablement parce que les gens le savaient. Il y avait des gens informés partout dans la population. Monsieur Ils faisaient des recherches. Monsieur Nantel, il y a de quoi à nous dégoûter de manger de la soupe. On va arrêter de manger de la soupe. Oui, mais de toute façon, les pangolins, c'est un animal très rare. Il y en a. Puis quand ils ont sorti ça, c'était tellement bête. Mais là, tantôt, je vous ai parlé de ce qu'ils font, la CIA, le FBI, pour bloquer l'Internet des gens comme vous et moi. Là. Tout le monde qui se font tasser Shadowban. Là. Moi, c'est arrivé avec moi. C'est arrivé avec moi quand je me suis lancé dans la course pour le. C'est arrivé avec le Bloc québécois. Mais ce qu'ils ont fait quand ça a sorti, puis que c'était évident que ça venait du laboratoire, moi je l'ai dit, ça vient de Wuhan, bien évidemment ça vient du laboratoire. Pourquoi ce marché des animaux-là? Il y en a partout en Afrique, il y en a partout en Amérique latine, les gens mangent ce qu'ils appellent du bushmeat. C'est de la viande qui vient de la forêt. Du gibier. Bon, alors quand il a sorti ça, tout le monde, plein de gens comme moi qui ont dit, ben non, ça vient du laboratoire, bien sûr, ils font des recherches sur les virus. Et en passant, vous avez raison, il y a des souches qui sont venues d'un peu partout dans le monde, parce que c'est ce qu'ils font, ils s'échangent les souches entre scientifiques pour essayer d'étudier le... Puis là, ben là, il y a le gouvernement qui se mêle là-dedans. Puis le gouvernement chinois, ben ils se sont dit peut-être qu'on pourrait utiliser, enfin c'est ça l'idée, puis faire des recherches bactériologiques. C'est ça, je voulais faire le lien avec l'Internet. Les Américains ont demandé aux GAFAM de supprimer tous ceux qui disaient que ça venait de Wuhan, du laboratoire de Wuhan. Mais pas de dire que ça. Fait que là, ils disaient que ça venait bon. Puis là, ben, ça vient de sortir. Puis là, les faits commencent à sortir sur le COVID parce qu'ils ont fait un paquet de choses inconstitutionnelles aux États-Unis, au Canada, partout, pendant la COVID. Par exemple, pas respecter la liberté de parole, la liberté de penser, envoyer on l'a eu, nous autres, Carl puis moi, là, envoyer des petits jeunes qui avaient été, qui avaient lavé le cerveau pour nous empêcher de faire une conférence, etc. Alors, c'est un système qui est multinational. Puis quand ça a sauté, là, ils essayaient de défendre le fait que les Américains et les Français avaient collaboré, tout ça. Fait qu'ils ont dit non, ça vient du marché aux bestiaux. Maintenant, de gibier. Alors, là, ce qui est arrivé depuis, c'est que tous les mensonges qui ont été dits, c'était des mensonges. Par exemple, sur les masques. Aujourd'hui, on le sait, les masques, ça n'empêche pas la transmission, ça n'empêche pas d'attraper. Les virus, on le sait aujourd'hui, on a des chiffres qui viennent de partout. Les jeunes ne sont pas en danger de l'attraper. Ils vont le communiquer à leurs grands-parents. Ben, peut-être, mais à ce moment-là, mettez l'argent sur les grands-parents, ne forcez pas tout le monde à se promener avec des masques, puis rentrer au restaurant avec des masques, des folies. Et là, tout ça, ça commence à sortir parce qu'il y a trop d'informations qui courent partout. Et là, ce qui est en train d'arriver par rapport à la Chine, c'est que les intérêts américains ont changé parce que là, la Chine est en train de dépasser les États-Unis. C'est déjà fait en parité de pouvoir d'achat. Les Chinois, avec ce qu'ils produisent, ils peuvent acheter plus de choses dans le monde que les Américains parce que tous les prix sont beaucoup plus élevés aux États-Unis. Alors, les mêmes voitures coûtent 3-4 fois plus cher aux États-Unis qu'en Chine. Alors, comme les intérêts des Américains ont changé, les intérêts géostratégiques et économiques, ben là, ils rentrent. Ils attaquent la Chine. Ils cherchent la confrontation. La Chine. Oui, ça c'est très clair. Ils ne cherchent pas confrontation militaire. C'est trop dangereux. Là, il y a la folie qu'ils ont faite en Ukraine, mais ça, c'est un autre sujet. Là. Mais le point où j'en suis, c'est que comme les intérêts géostratégiques des Américains ont changé, ben là, ils attaquent la Chine. Ils disent c'est le laboratoire. Mais M. Nantel, ce que vous dites, là, c'est qu'ils ne cherchent pas la confrontation militaire avec la Chine, mais qu'est-ce qui arriverait si la Chine décidait d'exercer sa souveraineté sur Taïwan, comme ça avait été reconnu par l'ONU depuis toujours? L'ONU a toujours reconnu que Taïwan, c'est une région sécessionniste de la Chine et c'est suite à une guerre civile et en général, dans le droit international, quand il y a une guerre civile dans un pays, on essaie de favoriser le remembrement, tout ça. C'est pas parce qu'il y a une guerre civile qu'à chaque fois qu'il y a une guerre civile qu'on va partitionner le pays. Vous savez que Taïwan, comme la Chine continentale, disent qu'il n'y a seulement qu'une Chine. Oui, jusqu'à maintenant, ben là, ça commence à changer un peu à Taïwan. Là, ils n'ont pas fait de référendum sur l'indépendance. Ce qu'a dit la Chine, ils ont dit il y a deux cas. Si Taïwan essaie de se procurer des armes nucléaires, puis s'il déclenche l'indépendance. Alors, l'idée, c'est qu'il y a juste une Chine avec deux morceaux.
Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'origine, Taïwan, il y a encore des indigènes à Taïwan, dans les montagnes, là. Ouais. Ensuite, les Japonais ont pris le contrôle, puis c'est seulement au 20e siècle, au début du 20e siècle, que c'est devenu chinois. Puis comme les Chinois sont très nombreux, puis quand il y a eu la révolution de 1949, les nationalistes, contrôlés par Chiang Kai-shek, se sont repliés sur Taïwan. Comme les communistes n'avaient pas de bateau ou de barge de débarquement pour prendre Taïwan, Taïwan s'est retrouvé séparé de... Mais les deux côtés disent, maintenant, Taïwan... Mais un des problèmes, je ne sais pas, allez-y, là. C'est que simplement, il y a une confrontation entre les Américains et la Chine, parce que là, ils sont en parité. La Chine est une puissance continentale. Elle s'occupe de chercher des matières premières sur le continent eurasiatique. Les Américains essayent de tout contrôler par les océans. Oui, mais M. Nantel, un des problèmes, je pense que c'était le cas d'Hong Kong, parce que dans le fond, les Taïwan, on se disait, Taïwan va finir par réintégrer la Chine. Et dans le cas d'Hong Kong, on disait, c'est une nation, deux systèmes. Puis là, on voit que ça n'a pas l'air de si bien se passer que ça en... ils ont envoyé l'armée, hein? C'est fini, deux systèmes. C'est que les Chinois, ils ont simplement signé le c'est pour ça que Taïwan, là, peut-être ils réfléchissent, ils disent, est-ce qu'on veut retourner en Chine? C'est ça, là. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé à Hong Kong, là, si vous pouvez nous en parler de comment ça se passe à Hong Kong, c'est un peu ça qui cause problème, parce que si ça s'était très bien passé avec Hong Kong, une Chine, deux systèmes, Taïwan dirait, bon, OK, nous autres, on réintègre, on est respecté dans notre façon de fonctionner, mais là, c'est pas le cas, là. Vous savez, quand Hong Kong a été retourné à la Chine, à l'époque, comme aujourd'hui, c'était des communistes qui étaient au pouvoir en Chine. Puis il y a beaucoup de gens qui ont dit, s'ils donnent Hong Kong à la Chine, ben ils vont faire de Hong Kong la même catastrophe économique qu'ils ont faite en Chine. Puis il y en a d'autres qui ont dit, ben non, ils ne feront pas ça. C'est l'inverse qu'ils vont faire. Ils vont coloniser la grande Chine avec l'exemple de Hong Kong. Parce qu'il y avait des minorités chinoises un peu partout en Asie du Sud-Est, ce qu'on appelait les 5 tigres asiatiques. Corée, c'est des Coréens, par exemple. Vous aviez la Corée, Hong Kong, Taïwan, Singapour, puis il y en avait un cinquième que j'oublie. Et c'était des minorités chinoises qui contrôlaient l'économie en Indonésie, en Malaisie, un peu partout. Alors, ce qui est arrivé, c'était la Malaisie, le cinquième. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'au lieu de détruire Hong Kong avec un pays, deux systèmes, ils ont copié ce qui se faisait à Hong Kong parce qu'ils ont commencé par des zones économiques spéciales près des océans pour pouvoir exporter. Puis ensuite, ça s'est éparpillé à l'ensemble de la Chine. Alors, les gens de Hong Kong, comme ils avaient 50 ans d'entente avec Margaret Thatcher, c'est que pendant 50 ans, ils ne touchaient pas à Hong Kong. Ils faisaient partie de la Chine, mais ils ne touchaient pas à Hong Kong. Puis Hong Kong avait une démocratie. Puis là, ben, ils ont commencé à faire des votes, puis ils ont commencé à vouloir faire politiquement ce qui avait été fait économiquement, c'est-à-dire contaminer toute la Chine. Ben là, la Chine n'a pas respecté ça. Ils sont rentrés avec leurs gros sabots, puis ils ont conquis Hong Kong. Puis aujourd'hui, Hong Kong, ben, si on n'obéit pas, ils vont vous mettre en prison. Bon, c'est simple que ça. Alors, Taïwan, ils savent que c'est ça qui les attend. Mais là, ce que vous me dites, là, ce que je comprends bien, vous dites que Hong Kong a voulu contaminer toute la Chine avec son système, mais est-ce que c'est qui était derrière ça? Est-ce qu'il y avait encore les Anglais qui étaient aux manettes dans les coulisses ou c'est vraiment l'élite de Hong Kong qui voulait là, étendre leur façon de fonctionner? La vérité, c'est qu'ils voulaient se protéger contre la dictature chinoise. Ils voulaient faire ça pour eux, mais l'idée, c'était que la démocratie, ils voyaient bien que c'était supérieur pour respecter les droits de l'homme. Alors, quand les gens de Hong Kong ont décidé on va faire une vraie démocratie, puis ils ont commencé à voter, puis ça s'en allait dans cette direction-là, là, c'était contre la Chine. Alors, c'est un pays, deux systèmes. Donc, les deux systèmes, c'était, en tout cas, tu deviens, au bout de 50 ans, tu deviens chinois. Ben ça, ils n'ont pas respecté. Ça, c'est typique des Chinois. Les Chinois, c'est des on dit en anglais bullies. En français, c'est mal traduit, une brute, mais c'est un peu ça. Ils se servent de leur masse. Ils font toujours ça. Ils se servent de leur masse, ils s'appuient sur le voisin, puis ils poussent. Fait que là, quand vous avez un gros de 400 livres qui pousse sur vous, vous reculez. Hein. Bon. Alors, c'est la même chose. Puis les Chinois font ça systématiquement. Alors, pour eux, un traité, c'est bon tant que ça sert la Chine.
Si ça ne sert plus la Chine, ben, ils font comme à Hong Kong. Messieurs, oui. On va revenir du côté du Canada parce que je veux regarder du côté du Canada, là, qu'est-ce qui arrive côté chinois et ce qu'on est en train de développer ici, là, dans la politique canadienne, entre autres, que les Chinois sont en train de diriger la politique canadienne. Certains comme Poilievre, Luc nous a parlé de ça en début de semaine, influenceraient certains comtés où c'était serré entre les libéraux et les conservateurs. Et c'est pas juste si. Là, en ce moment, c'est prouvé maintenant que c'est fait. Oui. Et c'est drôle de voir que dans ce pays multiculturaliste-là, où justement on favorise l'arrivée des communautés et des intérêts communautaires qui se rattachent à ces groupes-là, qu'on se surprenne que certaines régions deviennent des satellites de d'autres pays de l'extérieur. Et c'est le fun que, écoutez-moi bien, c'est intéressant qu'on mette ça à l'avant-plan en ce moment du côté du Canada anglais et qu'ici, on puisse regarder puis analyser ça de façon moins partisane. Parce qu'on sait que c'est l'empire anglo-saxon en ce moment qui est en jeu contre la puissance industrielle, économique de la Chine. Et là, de voir qu'au Canada, on se surprend qu'on est pénétré par des intérêts chinois. J'aimerais qu'on fasse la nomenclature des autres communautés qui influencent le vote au Canada. Si on regardait entre autres, et je veux qu'on parle de ça. Qu'est-ce qui est surprenant dans la nouvelle qu'il y a des communautés externes qui influencent les votes? Car ce n'est pas des communautés. Le problème, là, c'est qu'au Canada, pour submerger les francophones, ils ont laissé rentrer en Colombie-Britannique là, des dizaines et des centaines de milliers de Chinois. Aujourd'hui, au Canada, là, les compagnies ne savent pas comment réagir parce qu'ils ont des clients chinois qui habitent à Vancouver, qui appellent et qui veulent se faire servir en français, pas en français, en chinois, puis qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas capables d'avoir du service en chinois au Canada. Et c'était le prix à payer. Ils ont presque vendu la Colombie-Britannique à la Chine. Mais là, quand tu dis les communautés, c'est sûr qu'il y a toujours des communautés, la communauté italienne, la communauté polonaise, la communauté grecque, ils pèsent de leur poids sur les élections. Ça, c'est clair. Mais là, c'est que la Chine, puis c'est arrivé dans d'autres pays, là, ils ont eu des problèmes ailleurs. En Australie? En Australie ou des pays scandinaves, un poste de police chinois. Il y en a partout dans le monde de ça. Mais Carl, il y a toujours des services secrets qui surveillent toutes sortes de choses. Ça, c'est normal, ça fait partie de ça. Mais ouvrir un poste de police qui a pignon sur rue, qui dépend d'une ville en Chine, c'est une succursale. Mettons, la police de Montréal, c'est pas le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois, ça ne touche pas à ça. C'est certaines villes chinoises qui ont beaucoup d'immigrants qui sont partis au Canada ou dans d'autres pays. Il n'y a rien d'interdit. Je vous dis, est-ce que... Les Chinois, ils utilisent leur nouvelle puissance. Bon. Il faut comprendre une chose. Les Chinois sont tellement nombreux en Chine qu'il n'y a pas personne en Chine, y compris les dirigeants chinois, qui ont le goût de s'encombrer d'encore plus de millions d'individus. Alors, la Chine, ce qu'elle veut, c'est être respectée dans son continent, en Asie, la conquête du monde, oubliez ça. La Chine est en une course contre la montre à cause de son effondrement démographique. La Chine a à peu près 20 ans devant elle pour essayer de conquérir le plus de puissance qu'elle peut. C'est ça. Dans le cas des élections fédérales, celui qui en a profité, c'est Justin Trudeau. D'après vous, est-il intéressé à ce que ça ne se reproduise pas? Ben non, il voudrait que ça se reproduise, d'avoir l'aide des Chinois avec leurs milliards, d'acheter de la mauvaise publicité sur un citoyen, etc., qui se présente. Puis on veut faire entrer le libéral parce qu'ils sont pro-chinois. Justin Trudeau, tout ce qui est étranger, c'est mieux que le Canada. Il a dit une fois, c'est le premier État post-national du monde. Quelles sont les nations au Canada?
il y a la nation québécoise, puis il y a les Autochtones. Le Canada anglais, c'est un mélange. Alors, quand il parle de ça, Trudeau, c'est pour détruire le Québec, c'est son opinion, c'est son idée. Il parle de ça. J'ai vécu au Canada anglais 4 ans. Il en parle dans les conversations privées, à la radio, à la télévision, dans des revues, dans des livres. On va envoyer beaucoup d'immigrants, puis on va détruire le Québec. Ils les disent en plein mot, puis c'est correct, ça, parce qu'on est blanc, donc on est coupable. C'est nous autres qui avons massacré les Juifs, tout ça. Bon, c'est des folies. Alors, ce qui se passe, les Chinois, quand ils investissent, c'est avec l'argent qu'ils font ça. Puis ils font ça dans tous les pays. Or, ils sont dans une course contre la montre. Comme leur population, d'ailleurs, c'est un problème qui est partout en Asie orientale, qui est pire qu'en Europe, puis ils vont rattraper très rapidement l'Europe, c'est qu'ils sont rendus à des taux il y a une province dans le nord-ouest de la Chine où ils sont à 0,9 enfants par femme, puis il y a 60% de garçons là-dedans. Ouais. Alors, c'est une catastrophe qui s'en vient dans 20 ans à peu près. Quand j'étais en Chine, je disais à ma femme, regarde, on était dans le métro, je dis, regarde, on dirait qu'ils ont tous entre 30 et 40 ans. Les gens qui étaient Monsieur Nantel, est-ce qu'ils ne pourraient pas envisager changement de sexe massif? Ça n'arrivera pas sans Chine, mais peut-être bon. plus tard. Hey, là, les gars, je veux qu'on reste sur notre sujet. Il nous reste environ 10 minutes. Ouais, Puis moi, je veux que vraiment on fasse le tour de la question. C'est juste les Chinois en ce moment. Si on écoute les Anglais en Occident en ce moment, l'anglosphère, c'est les Chinois en ce moment qu'on doit pointer. Et au Canada, là, ça fait pas exception. Et non, mais Carl, pourquoi les Chinois? Ben parce que actuellement, il y a deux grandes puissances économiques dans le monde, c'est les États-Unis et la Chine. C'est ça, là. Et dans ce pays multiculturaliste-là, parlons de l'influence de d'autres groupes. Parlons de la diaspora ukrainienne. Parlons de la diaspora sikh. Parlons de la diaspora. Oui, mais Carl, c'est parce que c'est pas on suit un peu l'actualité au Canada, et ça, c'est un dossier embarrassant pour M. Trudeau. Ça, c'est pas moi qui le décide, là, c'est que les médias anglophones ou les Radio-Canada ont l'air pour une fois, de coincer un peu M. Trudeau. Et puis, Carl, moi, je ne suis pas contre la Chine et leur système, comme la démocratie en Chine. C'est bien beau, là, mais nous autres, on l'a, la démocratie. Et je ne suis pas sûr que c'est aux Chinois à décider c'est quel système qu'ils veulent. Bien sûr, moi, c'est pas nous autres. Je ne vivrais pas en Chine. Non, non. Moi, je n'ai rien contre Et puis, c'est sûr que moi, je lis le journal Epoch Times, sont remontés solides contre le Parti communiste chinois. Moi, je leur dirais, là, c'est pas évident que si la démocratie était établie le même matin en Chine, ça serait pas une porte ouverte à la corruption, là. En passant, Taïwan a une démocratie qui fonctionne. C'est des Chinois. Mais même chose sur Singapour. Surtout Hong Kong, moi, j'étais allé à Hong Kong, j'ai été surpris. Il y a des journaux, mais c'est justement, les gens d'Hong Kong, les Anglais leur ont donné la démocratie 2 ans avant de partir. Ils ont été là 100 ans, les Anglais, puis ils n'ont jamais donné la démocratie. Ils ont donné 2 ans avant de partir. Puis là, c'est sûr que quand tu es un pays où on te donne quelque chose, puis tu risques de le perdre, tu fais attention. Alors, les gens d'Hong Kong, ils font ce que les Québécois ne font pas. Ils s'occupent de politique, ils suivent la politique, ils ont d'excellents journaux qu'on n'a pas. Alors, c'est ça, une démocratie. Mais la démocratie à Hong Kong, c'est un modèle de démocratie. Les Anglais, quand ils quittaient un territoire, ils s'arrangeaient pour diviser, pour régner. Alors, ils l'ont fait, par exemple, en Israël. Ils ont laissé rentrer les gars venaient de se faire massacrer en Europe par les nazis, ça tant qu'on veut. Mais ils ont laissé rentrer les Juifs, ils ont créé un État juif, ils ont partitionné la Palestine qui appartenait aux Palestiniens depuis 2000 ans. En fait, ils l'ont surtout fait en Inde. En Inde, le Pakistan et l'Inde. Ils ont foutu les conflits. Ils ont dit, vous voulez l'indépendance, ben, vous allez payer pour. Juste avant de partir, il faut ils ont mis le bordel entre les musulmans et les hindous. Ça a créé une guerre civile qui a amené la partition de l'Inde en Inde. Oui, mais n'oubliez pas une chose, les Indiens, Gandhi ne voulait pas la partition de l'Inde, mais les musulmans la voulaient. Ça, c'est la mentalité musulmane, ils ne veulent pas être dominés par quelqu'un d'autre. Puis actuellement, le combat en Inde, c'est pour le Cachemire, qui est majoritairement musulman, mais qui est contrôlé par l'Inde. Fait que là, c'est toute la chicane. Puis les puissances, notamment la Chine, se servent du Pakistan contre l'Inde.
c'est la même chose, les Américains qui appuient les Israéliens contre les Arabes. Alors que ceux qui souffrent, ce sont les Palestiniens, ce n'est pas les Israéliens. Bon, en tout cas, alors le résultat, c'est que l'Inde, la Chine présentement, n'a pas grand temps pour s'agrandir. Puis n'oubliez pas que s'il y a 60 millions, 60, 70 millions de Chinois à l'extérieur de la Chine, ce n'est pas tous des gens qui sont favorables à la Chine, ça. Il y en a beaucoup qui se sont sauvés de la Chine, puis j'en ai rencontré, qui détestent la Chine. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je connais une fille, elle travaille contre les intérêts chinois. C'est vu comme ça par les Chinois. À un moment donné, elle voulait aller en Chine pour faire. Ils ont dit, envoie-nous tes 2 passeports. Parce qu'elle a le passeport canadien puis le passeport chinois. Alors, elle a envoyé ses 2 passeports parce qu'il le demandait. Ils ont renvoyé le passeport canadien avec un visa pour entrer en Chine, puis ils ont retourné le passeport chinois coupé en 2. Ça, c'est la façon d'agir des Chinois. Il y a ce qu'ils font en mer de Sud de Chine, il y a une loi internationale qui dit que chaque pays a le droit à 200 000 marins d'eau territoriale, de zone économique exclusive. Bien, la Chine, ils ont décidé, quand j'étais en Chine, j'avais une carte sur mon mur, puis il y avait dans la mer de Chine du Sud 9 traits. Fait que ma femme a dit, qu'est-ce que c'est ça, ces 9 traits-là? Il dit, ça, c'est la guerre. Les Chinois revendiquent sur les eaux territoriales des Philippines, de la Malaisie, en tout cas, c'est pas grave, le Vietnam, ils revendiquent puis ils le prennent de force. Alors, c'est la mentalité chinoise. Ils sont assez forts, ils poussent, puis ils vous font reculer. Puis quand vous pensez comme ça, ben, ça mène à la guerre. Mais les Chinois, c'est pas le Parti communiste, n'est pas un parti violent qui a utilisé, ils ont massacré 50-60 millions de Chinois au 20e siècle avec Mao. Mais les Chinois eux-mêmes, le peuple chinois, c'est un peuple d'agriculteurs qui ont été comme ça pendant 5000 ans. Ce qui fait qu'un agriculteur s'est isolé sur sa terre avec sa femme, ses enfants, sa récolte, sa terre, ses outils. Tout est sur sa terre. Alors, les agriculteurs ont peur de tout ce qui vient de l'extérieur, notamment. En fait, mais M. Nantel, j'aimerais ça que la semaine prochaine, qu'on parle un peu du système d'émigrants investisseurs pour revenir au Canada, du système d'émigrants investisseurs où il y a beaucoup de Chinois. Ça pourrait être intéressant d'aborder ce sujet-là. Moi, je voulais juste avoir votre opinion là, sur une nouvelle qui nous ramène au Canada, c'est que l'Alberta a déposé une loi pour interdire aux employés fédéraux de pénétrer sur des terrains privés en Alberta. Alors, c'est sûr qu'on va dire, on se demande où ça va aller, mais c'est un geste de souveraineté de l'Alberta face au fédéral. On voit que, je sais pas, là, Mme Smith a des élections au mois de mai. Et elle maintient la pression sur le fédéral. On verra le résultat des élections, mais s'il fallait qu'elle remporte les élections provinciales en Alberta, avec tous ces gestes-là de souveraineté qu'elle pose. Le Québec, on est bien loin de ça. Là. C'est les Québécois qui se nuisent. Mais écoutez, les Albertains, c'est pas un peuple. C'est pas une nation. Bon. C'est une division, vous le voyez, là, des belles lignes droites à travers le paysage. C'est n'importe quoi, l'Alberta. C'est une région. C'est une région, ça devrait faire partie des trois provinces des prairies canadiennes, plus les prairies américaines. Ça devrait être une nation, pas une nation, un gros État. C'est ce qui va arriver, d'après moi, à l'avenir. Ça va être un gros État américain qui va avoir peut-être 30 millions d'habitants. Bon, c'est vers ça qu'on s'en va. Le point où j'en suis, c'est que l'Alberta, on est au Canada. Au Canada, le Québec est souverain en passant. Les fédéralistes nous disaient ça comme si c'était... Non, on est souverain dans nos domaines de compétences, mais avec le droit des fédérales d'impiéter et son pouvoir de dépenser. Ça, c'est la Cour suprême qui a fait ça. Mais dans la Constitution canadienne, au départ, tout ce qui concernait la population était dans les mains des provinces. Tout ce qui concernait les relations internationales, la monnaie, tout ce qui était pan-canadien, ça appartenait au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a empiété. Bon. Alors, dans la Constitution canadienne, puis la Cour suprême, c'est ce qu'ils vont dire à la fille, tout ce qu'elle avait, elle a passé cette loi-là, elle, seulement pour faire son élection puis se faire élire. Tout le temps le même truc. Mais la Constitution canadienne dit que dans les sphères de compétences du fédéral, le fédéral est souverain. Ils ne peuvent pas empêcher
par exemple, si c'est des terres autochtones, par exemple, ils ne peuvent pas empêcher les gens du ministère des Affaires autochtones d'Ottawa de rentrer sur les terres privées en Alberta. Ça, qui oublie ça. Fait que, elle va se faire casser les dents, sauf si son projet de loi dit, quand ça concerne le pétrole, ils n'ont pas le droit de rentrer sur nos terres à pétrole qui ont été vendues par les Autochtones, quelque chose comme ça. Là, peut-être. Oui. Mais dans tous les cas, tout ce qui est environnement pan-canadien, tout ce qui est commerce... C'est qu'elle conteste la suprématie absolue du fédéral. Et c'est comme vous le dites, là, les provinces, ce n'est pas des créations du fédéral. Quand il y a eu le pacte confédératif, les provinces, la plupart des provinces ont adhéré en tant qu'État déjà constitué. Il y en avait 5. C'était des États constitués, puis ils n'ont pas perdu leur statut d'État. Non, mais c'est ça. La question, c'est que le Québec, comme vous disiez tantôt, on a déjà une souveraineté et il faut l'exercer. Et ton adversaire essaie de te convaincre que tu n'as pas de souveraineté. La question, c'est qu'on a déjà une souveraineté qui s'oppose à la souveraineté canadienne. Il faut avoir le courage de déranger les visions du fédéral. Dans le cas du Québec, on a la souveraineté sur tout ce qui concerne la population, mais on n'a pas la souveraineté sur les choses importantes. La vallée du Saint-Laurent qui rapporterait des milliards. Oui, mais M. Nantel. La langue, ils interviennent régulièrement avec la Cour suprême. Bon, oui, on les laisse faire, M. Nantel, on les laisse faire. On a la souveraineté. Ouais. Non, mais on les laisse faire. On a la souveraineté sur toutes les questions économiques. Le monde nous dit toute la réglementation des valeurs mobilières, ça appartient aux provinces. Et c'est pour ça que la fédérale voulait récupérer ces pouvoirs-là. Et le Québec a juste à ne pas se laisser faire. Alors, c'est le Québec qui a juridiction. Quand on me dit, bon, le Québec ne pourrait pas avoir une monnaie en faisant partie du Canada, mais on a juridiction sur toutes les questions économiques, les valeurs mobilières, tout ça. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais je veux dire, le Québec peut exercer sa juridiction sur un système de monnaie locale, un système de monnaie régionale. Il peut exercer ses souverainetés là-dessus. La monnaie, on pourrait prendre des cryptos, on pourrait prendre le dollar américain, puis les Américains... Exactement. Ce qu'on n'aurait pas le droit de faire, c'est de dire que la monnaie canadienne n'a plus cours légal au Québec. Là, c'est sûr que là... Si vous restez dans le Canada... Comment? Si vous restez dans le Canada. Mais si on reste dans le Canada, oui, mais c'est sûr qu'on peut le faire. Vous êtes indépendant, vous faites ce que vous voulez. Exactement, mais là, en faisant partie du Canada, on peut créer une monnaie, des monnaies régionales, des monnaies locales, une monnaie nationale, si on veut. Non, mais on ne l'est pas. On est dans le Canada. Non, mais on peut, Monsieur Nantel, on peut créer une monnaie nationale, sauf que en étant dans le Canada, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'interdire l'usage du dollar canadien. On ne peut pas faire ça, parce que là on vient de briser l'affaire. Mais on a le droit de créer, en tant qu'État, on peut créer une monnaie. Ça, je ne suis pas sûr de ce que vous dites. Mais, puis les gars, je tiens à vous dire aussi que s'ils veulent éventuellement couper l'argent liquide, là, ça deviendrait avantageux pour l'État québécois d'émettre sa propre argent papier. Parce que si le Canada veut plus. Donc là, on utilise. Qu'est-ce qui fait qu'un pays peut avoir une monnaie? Puis prenons l'exemple de l'Italie. L'Italie, bon, ils sont dans l'euro. Puis là, ils ont des problèmes. Ils disent à un moment donné, ça va s'écrouler, cette affaire-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une monnaie italienne. Et c'est pas la lire, ils l'appellent la botte, je ne sais pas trop quoi. Et la monnaie, qu'est-ce qui fait une monnaie? C'est qu'à partir du moment où le gouvernement, l'État, accepte cette monnaie-là en paiement de l'impôt. Ça veut dire que je vous donne la monnaie locale du Québec ou de l'Italie. Je dis, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bien, tu peux payer ton impôt. Fait que déjà, 40 de tes dépenses, c'est de payer ton impôt. Si le gouvernement l'accepte, et là, si les caisses populaires l'acceptent parce qu'ils font avec les monnaies locales. Aux États-Unis, il y a des monnaies locales. Les banques acceptent pour le paiement, pas pour le versement du capital. Si tu as emprunté en dollars américains, tu rembourses en dollars américains, mais les banques acceptent que ton paiement d'intérêt soit payé en monnaie locale. Ça, c'est au niveau théorique. Ce que vous dites là c'est tout vrai. Mais c'est pratique aussi. Pour l'Italie, pour l'Afrique du Sud, tout ce que vous voulez.
Dans le cas du Canada, je suis à peu près certain qu'il y a seulement que le fédéral qui a le droit de se mêler de la monnaie. Mais je peux me tromper. Mais je pense que j'ai vu ça. Parce que c'est un principe, c'est pas un principe. Une monnaie, là, monsieur Nantel, c'est pas une question de constitution. C'est la compagnie canadienne Tower ont décidé d'avoir une monnaie, ça fait longtemps. Moi, j'étais jeune, ça existait déjà. Ça fait 70 ans que ça existe. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un dollar canadien Tower? Vous pouvez l'échanger. Car je te dois 10 piastres, je te dis, ben là, j'ai pas d'argent, j'ai juste un 10 piastres canadien Tower. Si tu vas souvent chez Canadien Tower, tu vas dire, OK, Luc, je vais le prendre. Mais moi, là, je ne vais jamais au Canadien Tower. Car si tu me dis, ben là, Luc, je te dois 10 piastres, mais là, je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'ai un dollar Canadien Tower, tu le veux-tu? Je vais dire, Carl, je m'excuse, jamais je vais là. Un dollar Canadien Tower, tu ne peux pas payer ton impôt, tu ne peux pas aller chez Costco, tu ne peux pas aller nulle part. Oui, c'est ça. Mais si un dollar du Québec, une pièce du Québec, le gouvernement du Québec l'accepte pour ton paiement d'impôt. Mais je pense que c'est interdit dans la Constitution canadienne. OK, ça va. Mais M. Nantel, ça ne peut pas être interdit parce qu'il faudrait qu'ils interdisent le dollar canadien Tower et ils ne vont jamais le faire ça. Non, c'est parce que là, le dollar canadien Tower, je comprends. Ce qui est interdit dans le pouvoir on va le vérifier. On va le vérifier. Non, c'est ça, ça ne donne rien. C'est logique. Écoutez, M. Nantel, moi, je suis un comptable. Au niveau technique, vous avez raison. Vous avez raison. Que l'Italie peut recréer son prochain, ça va parce que c'est un pays. C'est pas juste qu'ils peuvent le faire, ils l'ont fait. Oui, mais le point, c'est que je suis à peu près certain. C'est ça, c'est oui ou c'est non. Alors, est-ce que c'est écrit dans la Constitution canadienne? Je pense que oui. C'est impossible. C'est impossible. Voilà, c'est tout. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible que ça soit écrit? C'est impossible. Ce qui va être écrit, là, c'est que le fédéral, à partir du moment où vous faites partie du Canada, le gouvernement fédéral décrète que le dollar canadien a cours légal au Canada. Alors, vous avez un commerce, vous avez un dépanneur, et là, vous dites, moi, je n'en veux pas de dollar canadien, moi, je prends juste les yuan chinois, mettons, vous avez un dépanneur chinois à Vancouver, vous êtes un citoyen canadien, vous allez le dépanneur, puis il ne veut pas prendre le dollar canadien, vous appelez la police, il n'a pas le droit de faire ça. C'est la Constitution du Canada. Le gouvernement canadien a le droit de définir quelle monnaie a cours légal sur son territoire et le Canada pourrait décider que le dollar américain a cours légal ou aucun autre. À partir du moment où on dit qu'il y a cours légal, c'est que personne au Canada a le droit de refuser cette monnaie-là. Alors, personne au Canada a le droit de refuser le dollar canadien. Maintenant, si vous acceptez des dollars canadiens de Tower, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas appeler la police parce que moi, je suis au restaurant et ils ne veulent pas prendre les dollars canadiens. Je vais vous donner un dernier argument parce que c'est oui ou non. C'est l'un ou l'autre. Oui. Le dernier argument, c'est qu'il est interdit d'imprimer de l'argent dans sa cave. Voilà. Il faut monnayer. Non, il est interdit d'imprimer des dollars canadiens. Mais alors, merci les gars. Ça ne sert à rien de... On va vérifier. Alors, il faut se garder des devoirs, hein, tout le monde. On ne peut pas vous laisser la fin de semaine sans devoirs. Mais c'est intéressant parce que la question de la monnaie, c'est très important parce qu'il faut comprendre le fonctionnement de la monnaie si on veut se libérer. Parce que là, on nous a mis dans la tête là, toutes sortes de fausses idées sur la monnaie. Puis là, on pensait qu'autrefois, c'était bien mystérieux que la Banque du Canada, il y avait de l'or plein les coffres, puis c'est à cause de ça qu'ils pouvaient mettre des... Là, on a fini par comprendre, depuis 1970, que les Américains ont arrêté d'honorer le dollar américain avec le dollar. Oui. Puis moi, c'est une question que je veux approfondir dans l'ère des crypto-monnaies où ils peuvent partir. Par contre, là, M. Nantel, une monnaie dans la cave chez eux. C'est juste... Ben oui. On a plein de modèles en ce moment qui dirait, hey, attends un peu, face à un effondrement du dollar canadien, est-ce qu'on va encore se mettre à genoux devant le reste du Canada pour penser à une solution monétaire ou on va se revirer puis on va prendre nos propres intérêts puis on va... au niveau monétaire, là, moi, j'apprends que tu peux pas parler de souveraineté si tu n'as pas ta monnaie. Et puis, on le voit avec c'est pas l'euro. L'euro est une monnaie commune à toute l'Europe. Puis, en théorie, ils pourraient garder l'euro, mais moi, je pense que ça va sauter. Ben non, ça va sauter. Mais ils n'ont pas interdit l'Italie de faire sa propre monnaie. Puis, M. Nantel, les gars, vous connaissez la géopolitique, les intérêts du Québec.
sont pas les intérêts des autres provinces, c'est pas les intérêts de l'Ontario, on n'a pas les intérêts des maritimes, on a des choses en commun, mais entre autres, sur l'hydroélectricité, ils ne veulent pas. C'est correct, gardez vos autres. Il y a trois domaines vitaux pour lesquels le fédéral a envoyé promener le Québec entier. La fermeture du chemin Roxham, grand doigt d'honneur. Le financement en santé, c'est notre argent. C'est notre argent, on envoie au fédéral. On en a besoin. Doigt d'honneur. Les taux d'immigration. Les trois vitaux. Comme on n'est pas indépendant, ils nous ont monté dessus. Mais il faut aller vers là où on a du pouvoir, il faut exercer le pouvoir qu'on a. Puis, Carl, c'est un très bon exemple, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, le gouvernement canadien. En passant, ce n'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie. Pardon, mais en tout cas. Il y a trois critères pour une monnaie. Garder la valeur, être un étalon de mesure. Oui, bien c'est ça, c'est votre définition, mais M. Nantel, mais la question. Non, mais c'est des définitions d'économistes. Oui, des définitions d'économistes. Mais on ne parle pas des définitions d'économistes, mais M. Nantel, c'est bon. On parle de la réalité. La réalité, là, c'est que on ne peut pas empêcher quelqu'un d'accepter de la crypto-monnaie, puis on ne peut pas le forcer. Parce que la crypto-monnaie n'a pas cours légal au Canada. Alors, si tu l'acceptes sur une base volontaire, le gouvernement ne peut pas te mettre des menottes parce que tu as accepté des bitcoins. Ils ne peuvent pas te mettre les menottes. Et les gars, là, c'est terminé. Ça se termine aujourd'hui. C'est Arnaud Lavoie qui a le mot de la fin. On nous a fait gober une narration qui consistait à nous mettre à genoux devant le dollar américain US. Exactement. Voilà. C'est le temps de relever la tête. Merci tout le monde. Alors, merci M. Nantel. Luc, je te laisse la parole. Tu m'avais fait préparer cette vidéo-là pour montrer, entre autres, aussi qui est plus grande que la force diplomatique du Canada. Je pense qu'elle comprend bien le système monétaire international. Dans le fond, au-delà de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ça, on n'a pas vu ça depuis justement la Deuxième Guerre mondiale. Ça, depuis justement la Deuxième Guerre mondiale. How many countries the US attacked? Well, since World War II, there have been 72 interventions by the United States. These are some of the countries where the United States, directly and indirectly, has overthrown governments, manipulated elections, and since 1945. Ça, on n'a pas vu ça depuis justement la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, on n'a pas vu ça depuis justement la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, on n'a pas vu ça depuis justement la Deuxième Guerre mondiale. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. C'est comme une espèce de défi entre les régimes autocratiques et la démocratie. Et c'est pour ça que justement, nous, on doit s'impliquer. Parce qu'on doit être capable justement de s'assurer qu'il y a une stabilité mondiale, qu'on respecte les règles qui ont été mises en place depuis la Deuxième Guerre mondiale pour assurer la paix et la sécurité dans le monde. Il ne faut plus que vous parliez avec des gens. Donc ça, Luc, tu m'avais demandé de préparer cette vidéo-là. Je ne voulais pas la mettre là pour rien. Donc, c'est la première. Vos commentaires, 30 secondes chaque. Je vous limite à 30 secondes chaque. Monsieur Nantel. Bon. Sur les hautes connaissances diplomatiques de Mme Joly. Oh, de toute façon, vous savez, le Canada, c'est une blague à l'échelle mondiale. Tout le monde sait qu'on est le deuxième vote des États-Unis dans toutes les institutions. Le troisième, si on compte l'Angleterre. Je veux dire, il faut être sérieux, là. C'est un petit pays de 35 millions d'habitants. C'est la moitié de la Turquie, la moitié, c'est blague. C'est la grosse tache sur les cartes qui impressionne tout le monde. Je l'ai tout le temps dit, le vrai Canada habité, à part la glace qui est au nord, c'est 5000 km de long, 300 km de large. Soyons sérieux, là. C'est une partie des États-Unis, ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Et s'il y a quelque chose qui fait l'originalité du Canada, c'est le Québec. Et du moment que le Québec est détruit, 2045 selon le fédéral, le Canada n'a plus de raison d'exister. Il va être absorbé par les États-Unis. Puis ça, c'est comme ça, c'est de la géopolitique. Ça n'arrivera pas, pour toutes sortes de raisons, mais c'est une blague, là, elle ne connaît rien. Écoutez, j'ai travaillé avec une ancienne, en tout cas, c'est pas grave, j'ai travaillé avec une ancienne ministre des Affaires étrangères, là, une fille qui a travaillé dans ce domaine-là, elle était vice-ministre, quelque chose comme ça. Puis c'était
léger. Là. C'est des gens qui sont nommés là parce qu'ils ont gagné un siège électoral dans une région typique. Là. Ils leur donnent un truc. Puis souvent, c'est des gens ignorants sur des choses qui sont fondamentales, comme si vous leur demandez c'est où le Yémen, ils ne savent pas. C'est quelque chose d'incroyable. C'est des ministres. C'est pauvre, là, pauvre. Puis c'est parce que le Canada, c'est moral, le point de vue du Canada. Nous, on est les propres, les bons, les gentils, on se laisse envahir, on donne de l'argent à tout le monde, on est bon. C'est juste ça. Le reste du monde pense que, avec raison, qu'on est un peuple de couillons. Luc, sur les connaissances de notre ministre des Affaires étrangères canadienne, notre grande Mélanie. Je pense qu'on pourrait l'inviter et puis lui faire passer en direct l'examen de géographie 101, l'examen final de géographie 101, voir quel score elle pourrait faire là-dessus. Là. Ben, je lis, par exemple, moi, au niveau, je lis. Ben oui. Monsieur Nantel, c'est votre type, on comprend, mais là, c'est ça, c'est personnel. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Un peu de tenue, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, l'autre vidéo... je ne vous promets pas c'est sexiste de dire qu'une femme est belle. de vous rabibocher avec Martine Ouellette, mais là, avec Mélanie Joly, là, je pense que... Moi, je pense qu'on l'a pris plus pour sa profondeur, mais en tout cas, on va passer. Donc, on y va avec une autre petite vidéo que tu m'as demandé, Luc, de préparer. Puis je vais prendre vos commentaires par la suite. Ça s'en vient, mais tu m'en avais demandé une avant. Ah, okay, on écoute. Pas marre dans l'action. C'est beau, hein, Méo? T'amorces la pompe, après ça marche tout seul. Tant que tu y fournis de la merde, à pompe, jour et nuit. Une merveille. Ah, Dubuc! Je t'attendais. Viens, viens là. Oui, viens là. Oui. Hey, ils sont gentils. Hey. Oh, c'est obéissant, tabarnak, hein? Sont-ils tous de même? En fait, il s'agit bien de les choisir depuis des jeunes. Bon, il y a toujours quelques-uns enragés dans le lot, mais évidemment les faire plier. Ceux qui se rebiffent, bien, on les casse. Hey, puis on l'air intelligent, hein? Si on veut, mais la qualité première d'un journaliste, M. Bob, c'est pas l'intelligence, c'est la capacité de marcher. Comment vous faites pour les dompter? D'abord, avant tout, on s'assure d'être beau en permanence dans leur rituel, puis exactement comme vous venez de faire, on leur donne un bonbon en prime de temps en temps avec un petit coup de fouet. Couché! Mon oncle Bob est fâché, là! Ouais, couché! Seulement. Ensuite, juste avec la... Voilà. Ça, écoutez, ça va devenir un classique à Radio Infocité. Il faut faire réfléchir. Avez-vous vu Elvis Gratton qui arrive aux douanes américaines? Si vous pouvez voir ça, allez voir ça. Ah oui, je vais en passer d'autres éventuellement parce qu'il faut faire découvrir ce chef-d'œuvre-là aux Français, entre autres aussi. Si on veut comprendre tout l'imaginaire américain dans la tête des Français. Puis moi, ce que je remarque d'Elvis Gratton, quand j'ai vu le dernier film d'Elvis Gratton au cinéma, je trouvais les jokes de papier de toilette, tout ça, là, je trouvais ça... Non, je n'embarquais pas. Aura des panquettes. Et aura des panquettes. Et dans les jours qui ont suivi, là, je me remémorais des jokes et je riais tout seul. Parce que c'était pas drôle au premier contact, mais plus on le réécoute, plus on se laisse aller. Elvis Gratton, comme dans tous les pays en passant, il fait honte aux Québécois parce que c'est le populo, là, pas éduqué, là, c'est primaire. Mais dans tous les pays, on ça. Mais le message qui est passé à travers Elvis Gratton est beaucoup plus fort que les gens pensent. Mais si vous avez une chance de voir ces deux affaires-là, la voiture qui parle, puis surtout les douanes. Oui, je sais de quelle vous parlez, mais ce matin, celle-là, des journalistes, je la trouve vraiment très édifiante. C'est pertinent, les journalistes. Très pertinent. Et édifiant.